Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Talks, l'émission qui déshabille les entreprises. On découvre leurs coulisses, leurs stratégies, évidemment, avec Gus. Comment tu vas, Gus ? Mais très bien, Arnaud, et toi ? Bien, très Magnifique. bien. On va parler d'un sujet qui nous concerne, qui te concerne finalement, toi qui prends beaucoup le train, je crois. Oui, carrément. On a sur notre plateau Isabelle Delon. Bonjour Isabelle. Bonjour Arnaud. Bonjour Vous êtes Gus. Bonjour Isabelle. la directrice générale adjointe client service SNCF Réseau. On va en parler pendant 26 minutes ensemble. C'est 30 000 km de lignes, c'est ça ? C'est ça. C'est 2600 km de lignes TGV. C'est vous qui faites rouler les trains, entre autres, de passagers, mais aussi de marchandises, parce qu'il y a aussi le fret dans vos activités. Tout à fait. Ça vous inspire quoi, cette entreprise, Gus ? Il y a un premier sujet que j'ai envie d'attaquer avec toi, Isabelle, c'est la notion de l'ouverture à la concurrence. C'est un sujet qui est là depuis, en sous-jacent depuis un bout de temps. Maintenant, il commence franchement à taper à la porte. Au-delà d'une ouverture à la concurrence, il y a un énorme shift culturel qui doit être fait, parce qu'on est sur une boîte qui était une boîte d'État où en fait on ne regarde pas vraiment si on fait du cash ou pas. Et puis soudainement, on se confronte à une toute autre règle de business model, de marché. Enfin voilà, comment est-ce que t'en es là-dessus ? Alors c'est un énorme défi pour nous, mais un défi passionnant, parce que notre rêve à nous, c'est de faire rouler toujours plus de trains sur le réseau. En fait, je crois que c'est aussi le rêve des Français, surtout après cette période un peu compliquée où finalement on retrouve notre liberté de se déplacer, de retrouver nos familles, de retrouver nos amis, de partir en vacances. Ça revient d'ailleurs. Le train, c'est ça en fait, c'est vraiment la liberté de se déplacer. Puis c'est aussi très adapté à l'envie aussi d'un environnement un petit peu plus sain. T'as des chouettes trains sur lesquels jouer, ça c'est sûr. Donc je pense que la dynamique du train, l'envie de voyager plus par le train, que ce soit pour aller travailler. Il y a un désir de train. C'est vraiment important. Et je pense que nous, notre défi, c'est justement de répondre à cette envie de train des voyageurs et d'un petit nombre d'acteurs là, qui sont en train de préparer des nouveaux projets pour développer des nouveaux trafics sur le réseau. Peut-être quand même, Gus, ne pas oublier que depuis 15 ans, le trafic ferroviaire de marchandises est déjà ouvert à la concurrence. Oui, complètement, tout à fait. Et du coup, on s'est déjà expérimenté. Et là-dessus, vous arrivez à avoir de la rentabilité ou pas ? Alors, il y a deux rentabilités. Il y a la rentabilité du transporteur, puis il y a la rentabilité du réseau. Pour ce qui concerne le réseau, on peut dire que globalement, aucun gestionnaire d'infrastructure, aucun métier de gestionnaire de réseau n'est vraiment rentable en Europe. C'est le cas pour nous en France. D'ailleurs, vous connaissez jusqu'en 2019, en fait, SNCF Réseau perdait jusqu'à 2 milliards d'euros par an, s'endettait chaque année beaucoup plus. En fait. Et depuis 2018 et la loi pour le pacte ferroviaire, que vous connaissez bien, on a un objectif maintenant de retour à l'équilibre en 2024. Et comment est-ce qu'on retourne à l'équilibre ? Parce que 2 milliards, c'est pas un petit gap, quoi. Tu vois, c'est pas un petit gap. Mais Isabelle, juste un mot, parce que Gus, il vous lançait sur un sujet que je trouve passionnant, c'est comment on fait du cash, ça c'est son domaine. Vous dites usager ou vous dites client ? Qu'est-ce qu'on dit dans votre équipe ? Alors nous, on dit tout. Parce que client, c'est le cash, il faut servir un client. Oui, mais chez Isabelle, ce sont les clients, parce que Isabelle gère, les SNCF Réseau gèrent les rails, c'est ça, donc des sillons. Non, mais bien sûr, c'est dans la manière dont on dit les choses. On invente la transformation. Le métier de SNCF Réseau, c'est effectivement de gérer, finalement, nous, notre rôle, c'est chef d'orchestre des trains qui roulent sur le réseau. Et des horaires. Des trains qui roulent sur le réseau, et pour qu'ils roulent sur le réseau, des horaires. Oui. 30 000 km de voies, vous l'avez dit, de lignes ferroviaires en France. C'est 15 000 trains par jour. C'est 5 millions de voyageurs environ. C'est 6 millions d'horaires par an, justement, pour faire circuler ces trains. Et des gens qui bossent sur les horaires. Et les équipes, nos équipes, elles ont des tas de métiers très différents, travaillent en coulisses pour faire circuler chaque jour ces 15 000 trains. C'est ça. Ça, c'est vraiment un défi quotidien. Et je pense qu'on peut être aussi admiratif de ces équipes qui ont continué à travailler pendant toute cette période et qui aujourd'hui accompagnent finalement le développement des clients transporteurs qui circulent sur le réseau, mais également qui accompagnent et qui font en sorte que les voyageurs, les entreprises qui utilisent le train pour transporter la marchandise soient aussi satisfaits et continuent à voyager par le train. Tout à fait. Et donc, on dit les deux. On dit, les clients qui nous payent, ce sont effectivement les transporteurs. Ceux-là, c'est ceux qui nous payent, ce sont nos recettes. 6 milliards d'euros par an avant la crise Covid.
Et puis le voyageur, lui, paye le transporteur ou l'industriel paye le transporteur ferroviaire. Mais nous, ce qui compte pour nous, c'est que tout le monde soit satisfait parce que notre objectif à nous, notre défi, c'est de faire toujours plus de trains sur le réseau. Il y a encore des capacités de développement. Et notre enjeu pour retourner à l'équilibre en 2024, c'est justement d'accompagner le développement de nos clients. C'est ça, parce que quand tu parles de réseau, justement, c'est à l'inverse d'un autre type de produit ou service, tu es capé. Je veux dire, il y a un moment où tu as un certain nombre de rails qui sont là et tu peux pas faire rouler deux trains en même temps sur la même rail. Oui, c'est ça. Et que quand tu as en même temps, en disant j'ai envie de retourner à l'équilibre, c'est-à-dire retrouver ce gap de 2 milliards, est-ce que c'est pas un doux rêve qui est pas atteignable et qu'en fait il vaut mieux essayer de trouver un truc qui est atteignable plutôt que de fixer une target qu'on n'arrivera jamais. C'est ambitieux, 2 milliards. C'est ambitieux. C'est ambitieux, mais d'abord, on y est un peu aidé parce que vous savez que le gouvernement français aussi fait le choix de nous aider et de prendre en charge finalement la dette de l'infrastructure en reprenant une partie de 35 milliards d'euros de la dette de SNCF Réseau. De nouveau, ça, c'est un one-shot. En fait, alors, c'est un one-shot, mais ça permet quand même d'alléger une partie des charges de l'entreprise. Et ça, c'est quand même vraiment quelque chose de très important. Dans le contexte Covid, le gouvernement a aussi décidé d'accompagner et de soutenir le ferroviaire en mettant quand même 4 milliards d'euros pour soutenir le ferroviaire. Et une grande partie de ces 4 milliards, c'est pour SNCF Réseau, pour continuer à maintenir le réseau en bon état, parce que nos recettes servent à entretenir le réseau. Si pas de recettes égale moins de travaux sur le réseau, et donc un réseau qui se dégrade et qui ne permet plus le développement du train. Tout à fait. Complètement. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est effectivement cet assainissement, entre guillemets. Deuxièmement, c'est plus de trains pour plus de recettes, et puis c'est aussi réduire nos charges. Isabelle, la reine fait, les Italiens, les entreprises françaises qui commencent à se placer sur des lignes, le Sud, Bordeaux, Angoulême, comment ils vous challengent ? Quelle valeur ajoutée vous apportez là, vous, SNCF Réseau ? Comment vous réussissez à exister alors que la concurrence démarrera à l'automne prochain ? Alors, j'allais dire que, comme vous le dites, ils nous challengent. Et ils ont des profils très différents, comme vous venez de le souligner. On a à la fois des acteurs qui connaissent très très bien le train, qui circulent déjà en Italie. Vous savez, les trains rouges de Trenitalia, et qui souhaitent arriver sur le réseau français pour développer de nouvelles offres à grande vitesse à l'automne. On a aussi des acteurs complètement nouveaux qui ne connaissent pas du tout le ferroviaire, mais qui ont fondé des entreprises et qui ont des vrais success stories dans le business, comme Midnight Trains, dont vous avez vu l'annonce la semaine dernière avec l'hôtel sur le train. Ça, c'est une magnifique image. On imagine tous l'hôtel à bord du train, le restaurant. Voilà. Et c'est vraiment des concepts très différents. Et là-dessus, est-ce que vous êtes un peu en amont des initiatives en disant, en fait, moi j'ai envie d'avoir plus de trains, donc je vais essayer de faire bouger les acteurs pour qu'ils le fassent. C'est-à-dire que, est-ce que vous mettez des réunions avec Accor en disant, OK, les mecs, quand est-ce que vous sortez un hôtel sur route ? Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on invente ? C'est exactement ce qu'on a fait. Depuis 2017, on a fait un tour d'Europe pour rencontrer finalement tous ceux qui ont envie de faire plus de trains et de venir en France faire plus de trains. Parce qu'il y a vraiment des projets de développement en France possibles. Et nous, on est allés rencontrer les acteurs, ceux qui font du ferroviaire, ceux qui font de l'aérien et qui ont envie de faire du ferroviaire. Parce qu'on peut aussi être un peu dans cette complémentarité avec l'avion. Ce que vous disiez, on ne peut pas mettre plus de trains les uns sur les autres. Mais il y a quand même encore beaucoup d'endroits où on peut faire plus de trains, et en particulier toute la journée, plus tôt le matin, plus tard le soir. Si on veut aller à la fête de la musique et qu'on veut rentrer le soir, avoir le train qui va bien, avoir un train qui est là et qui permet. Donc toi, tu bosses tous les jours contre ta sœur jumelle, quoi, qui est SNCF Voyage ou autre. Je bosse avec tous mes clients et mes futurs clients. Je bosse avec tous mes clients et mes futurs clients. C'est ça. Il est vrai que SNCF, c'est mon premier grand client. C'est mon premier grand client. Et comment est-ce que tu gères ça dans une boîte ? Parce que, de nouveau, quand on est une boîte étatique et qu'il y a 2 branches, etc., le truc, il est très simple à gérer. À partir du moment où, soudainement, on se dit, il faut un retour à l'équilibre, et en fait, toi, SNCF Voyage, je vais commencer à te regarder comme un client parmi d'autres. Et du coup, je vais commencer à te demander plus cher. Et en fait, si tu me donnes pas les tarifs, je vais commencer à favoriser quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'à l'interne d'un groupe comme SNCF, comment est-ce que ça se gère ? Est-ce que ça se gère déjà ? Ou en fait, on dit que ça se gérera et on met un peu la tête sous le sable pour l'instant ? Alors, ça se gère, par exemple, en Allemagne. C'est un modèle qui existe depuis des années. La concurrence est ouverte en Allemagne sur le marché voyageur depuis 20 ans.
Et ça fonctionne. Il y a des opérateurs régionaux concurrents en particulier. Il y en a dans toutes les régions. Toutes les régions ont lancé des appels d'offres. Et donc, le réseau allemand est dans le groupe ferroviaire allemand et ça fonctionne. C'est ça. Il y a des Le modèle n'est pas le même, parce que les régions sont beaucoup plus puissantes, ce sont les lenders. La relation n'est pas la même avec l'opérateur. Alors, aujourd'hui, comparé à la France, c'est un peu différent, mais on voit quand même des régions en France aujourd'hui qui prennent de plus en plus de responsabilités. Et la loi d'orientation des mobilités donne justement ce rôle de plus important aux régions comme chef de file de la mobilité sur leur territoire. Je ne veux pas voler les questions à Gus, parce que je sais que c'est des questions qu'il aime bien poser, mais sur la stratégie que vous développez, pour vous différencier de la Renfe, qui sont les Espagnols, des Italiens qui arrivent, des Allemands qui lorgnent, qu'est-ce que vous offrez comme service? Sur quoi vous réfléchissez? Vous dites, j'offre un service Internet, j'offre un panorama sur les vitres, on va découvrir les châteaux au moment où on passe devant une résidence. Non, mais je ne sais pas, j'invente des choses. Je vous aide. C'est important juste de faire, pour nos téléspectateurs, la différence entre SNCF Réseau et SNCF Voyage. Absolument. C'est-à-dire qu'eux, SNCF Réseau n'est pas mis en concurrence, parce qu'en fait, ils ont le réseau. Ceux qui sont vraiment en concurrence, c'est ceux qui vont venir sur son réseau. Soudainement, il y a d'autres joueurs. Mais je redis, venir les attirer. Qu'est-ce qui fera que moi, client, puisque SNCF Réseau arrive qu'en deuxième, moi je suis voyageur, donc c'est la SNCF, je me dis, tiens, je vais préférer la Renfe parce qu'il m'offre un service à l'intérieur du train qui est différent du train qui circulera sur la SNCF. Alors, comme vous le disiez, Arnaud, tous ces nouveaux opérateurs, tous ces nouveaux business, finalement, entreprises qui veulent développer de nouveaux business, nous challengent beaucoup. Donc, ils viennent nous voir, ou on va les voir pour les inviter à venir. Et donc on leur propose un certain nombre de services pour s'intéresser, finalement au développement en France. Le service le plus attendu de tous ces transporteurs, c'est vraiment l'horaire. Je vous disais, en fait, on définit, nous, 6 millions d'horaires différents pour les 15 000 trains qui circulent chaque jour sur le réseau. Et à certains moments, pour aller, par exemple, de Paris à Lyon, eh bien, avec un TGV qui circule toutes les 4 minutes, l'enjeu va être, effectivement, d'obtenir suffisamment d'horaires pour pouvoir organiser pour les voyageurs un service attractif. Ça revient à ce que dit Gus, on favorisera votre client SNCF, ou vous serez totalement transparent sur les choix des clients? Parce que c'est la question que posait Gus. Est-ce qu'on favorisera un peu l'entreprise maison? Et ça, c'était un peu le challenge de votre côté. Maintenant, ça se gère, mais c'est compliqué. Et du coup, on vient, pour rentrer vraiment dans le gras du sujet, l'entreprise va être différente, c'est-à-dire qu'on va avoir une entreprise privée, hein, si je comprends bien. C'est-à-dire que vous allez passer en statut... Réseau, alors on est déjà passé en société anonyme depuis janvier 2020, voilà, c'est ça. Avec justement cet objectif de retour à l'équilibre en 2024. Hein. On est maintenant une entreprise qui a une responsabilité de gestion, d'équilibre. Nous, on n'a pas un objectif de rentabilité comme une entreprise, j'allais dire, normale. On a un objectif d'équilibre, et c'est déjà beaucoup pour un gestionnaire d'infrastructures ferroviaires. Et effectivement, notre rôle dans la concurrence, c'est d'être équitable. Nous, on veut sur le réseau des trains de toutes les couleurs, qu'on ne fait pas de discrimination. Voilà, ça répond bien. C'est vraiment très important pour nous. Il y a des principes clairs qui sont écrits dans la loi. Nous formons nos équipes. Nous avons un code de bonne conduite à l'intérieur de l'entreprise pour respecter finalement la couleur de nos clients, les couleurs différentes. Et respecter la concurrence, la règle de concurrence. Respecter la concurrence, tout simplement. Et quand tu parlais de... Maintenant, vous êtes en société anonyme, cette notion de bonne gestion, comment est-ce qu'on adresse, parce que, de nouveau, je creuse un peu le sujet, hein, mais quand l'État te dit « Ok, d'accord, je vais te prendre une partie de ta dette », c'est très bien, tu règles le passé, mais tu ne règles pas le futur. Tu te dis « Bon, il y a eu le Covid, machin, etc. Ok, je te donne un gros boulette de X milliards pour 35, pour pouvoir t'aider dans le futur. » Très bien, mais de nouveau, ça ne règle pas la bonne gestion. C'est-à-dire, la bonne gestion, c'est de se dire j'ai des dépenses de X avec des rentrées de autant, et si tu n'as pas d'objectif, égale à 0. Et ça, il y a un moment où il faut que tu l'aies, quoi. Et si c'est pas ça, tu peux te dire, OK, l'État va-il s'engager à me verser
chaque année. Et donc, on peut dire qu'il y a une rentrée d'État. Mais visiblement, c'est je réduis mes trains. Ou je réduis les trains. Enfin, je réduis le volume. Alors, comment est-ce que tu... On a plusieurs enjeux, évidemment. L'enjeu client me paraît essentiel. D'abord parce que si nos clients ne sont pas satisfaits, ils ne vont pas développer de trafic sur le réseau. Si les voyageurs ne sont pas satisfaits du service des trains, quelle que soit la compagnie, ils ne prendront plus le train. Donc le premier enjeu, c'est quand même vraiment développer l'envie de prendre le train. Ça, c'est clair. Et la qualité du service qui va avec. Évidemment, la qualité, c'est le deuxième gros enjeu. Si nos clients actuels ne sont pas contents des horaires qu'on leur donne ou ne sont pas contents de la ponctualité sur le réseau, ils ne vont pas développer non plus de nouveaux trafics. Donc ça veut dire que quand tu fais les projections aujourd'hui, ce que tu peux obtenir de tes clients, parce qu'on va en parler, mais il y a la notion de fret, il y a tout ça, il y a les trains de nuit, il y a beaucoup de choses qu'on se dit, OK, voilà, j'ai des nouvelles sortes d'entrées qui peuvent arriver, super, versus tous les coûts que j'ai, tous les coûts que j'ai, plus toutes mes entrées historiques et mes nouvelles entrées, c'est égal à 0 aujourd'hui ou bien... Alors non, ça n'est pas égal à 0. Okay. En revanche, on a aussi des actions pour réduire les coûts, et en particulier pour finalement mieux gérer nos actifs. Je pense que c'est un sujet qui tient à cœur à Gus, la gestion des actifs et la valorisation des actifs. Et de vos terrains, par exemple, puisqu'on peut en parler. Tous nos terrains, toutes nos installations. Évidemment. Et on essaye de développer des services qui permettent de mieux les utiliser. Déjà, aujourd'hui, une infrastructure existante, si on fait rouler plus de trains sur une infrastructure, c'est le même coût et plus de recettes. C'est de la pure marge. Donc ça, c'est effectivement... Voilà. Ensuite, on a un certain nombre d'actifs qui sont moins utilisés. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte soit de plus les utiliser, soit de les gérer différemment, soit de ne plus les utiliser pour réduire vraiment les coûts. Le telco qui est arrivé chez vous il n'y a pas longtemps aussi. Alors, on a, par exemple, un exemple de service qu'on offre cette fois-ci à tout type de clients et pas uniquement aux clients qui font circuler des trains. C'est effectivement la valorisation de la fibre. Nous avons pour nos propres besoins, en fait, de la fibre qui passe sur le réseau. C'est un actif, effectivement, et nous venons de créer une filiale pour valoriser cet actif, puisqu'il y a, dans les territoires que nous traversons, de gros besoins des entreprises, des régions, pour développer l'économie. À l'économie, mais aussi à tous les Français, en fait. Et le foncier aussi, vous avez beaucoup de foncier. On a beaucoup de foncier. Qui est très utile, très important. Et on sait bien qu'en ce moment, après la crise sanitaire, on est tous un peu en recherche d'optimisation de nos fonciers. Ça aussi, c'est une réflexion que vous menez, d'optimisation du foncier. Voilà, exactement. On est un très, très gros propriétaire foncier. Et donc, évidemment, comment est-ce qu'on peut valoriser un actif qui est utile, qui nous appartient aujourd'hui, ou au contraire, s'en dessaisir s'il n'est plus intéressant pour le développement du trafic. Il y a deux sujets. Il y a les trains de nuit, c'est important parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Les trains de nuit, c'est un sujet important parce que ça revient un peu à la mode. Je ne sais pas si c'est une mode ou si c'est quelque chose qui s'inscrit. Un mot sur le fret quand même. Parce que Gus évoquait le fret. Voilà. Ça a été aussi l'objet de tension. La concurrence est ouverte. Oui. Parce que pour connaître un petit peu le sujet du fret, le fret par train reste compliqué pour les industriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le camion reste quelque chose qui est assez rentable. On a à côté, mis à part le côté CO2, mais on peut imaginer qu'il y a des trains, des camions à hydrogène qui vont arriver, etc. Donc, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça sur le long cours, en disant, OK, moi j'ai un vrai truc à ajouter là-dessus. Est-ce qu'on se dit, en fait, le futur du fret, c'est de transporter des camions, le futur du fret, c'est d'avoir des centres logistiques fragmentés à travers toute la France. C'est quoi les grands axes sur lesquels on essaie de se positionner Alors, je dirais que le premier axe, Arnaud l'évoquait, c'est la qualité de service. Je pense que ce qu'attendent les industriels qui veulent transporter leurs marchandises, c'est vraiment que leurs marchandises soient à l'heure pour gérer leur chaîne logistique. C'est vraiment essentiel. Deuxièmement, l'avantage du train, comparé au camion, c'est quand même la possibilité de parcourir de très longues distances, d'avoir finalement, pour les chauffeurs routiers aussi, des conditions finalement de travail qui sont quand même plus faciles. On met le camion sur le train, et du coup, c'est beaucoup moins fatigant quand même pour le chauffeur routier. On fait des longs parcours, et évidemment, l'avantage du CO2, un train, c'est 40 camions, donc il y a l'aspect CO2, mais il y a l'aspect aussi congestion routière, il y a d'autres aspects. Et ces éléments-là sont malheureusement jamais valorisés.
un transporteur routier ne paye pas le vrai coût de l'infrastructure routière. Il roule sur des routes. Et donc, on est un peu à jeu inégal. Voilà. Ce qu'on a constaté quand même... Un écart de coût, Isabelle? Alors, un écart de coût, mais je pense qu'il ne faut pas raisonner prix uniquement, surtout dans l'ère dans laquelle on vit. On a vu il y a un an que pendant le premier confinement, cette crise inédite qu'on n'avait jamais connue a vraiment révélé tous les atouts du transport ferroviaire, la réactivité qu'on était capable d'avoir, mais il est vrai qu'on ne va pas forcément utiliser le train pour faire 100 km, pour transporter des produits de grande consommation. Ce n'est pas ça l'intérêt du train. En revanche, Evian utilise le train pour transporter ses bouteilles d'eau partout en Europe, au départ d'Evian. Perrier utilise également le train et a modernisé son installation industrielle pour développer le transport par le train. Et je crois beaucoup aujourd'hui au fait que les entreprises, sur le fret. Les entreprises misent aussi sur le score carbone de leur chaîne logistique. Et je pense que c'est un atout vraiment essentiel aujourd'hui. Évidemment, un train, 40 camions, je pense qu'il faut qu'on retienne. Je pense qu'on connaît tous cette... Et dans ce jeu inégal, est-ce que, comme toute bonne entreprise commerciale, est-ce qu'il y a un peu de lobby pour taper sur le concurrent? Parce que quand tu as une entreprise du sucre, tu vas taper sur le gras. Et celui qui a du gras, il te tape sur le sucre. Ouais, c'est vrai. Est-ce que toi, en tant que fret, tu dis écoutez, les camions, vous êtes sympas, mais en fait, on joue à jeu inégal. Je vais quand même aller taper 2-3 petits lobbyistes pour expliquer au monde entier que... On vient de l'entendre d'ailleurs là. Est-ce qu'il y a des enjeux comme ceux-là qui se mettent et qu'il y a un investissement qui se fait? Parce que, de nouveau, quand on est une entreprise d'État, la notion de lobby, elle n'existe pas parce qu'en fait, le résultat, on s'en fout. Soudainement, quand il faut avoir un équilibre, on est prêt à faire des investissements là où on n'en faisait pas avant, quoi. J'allais dire que notre rôle, c'est d'abord d'être une entreprise, commerciale et qui fait une bonne gestion. Ouais. Donc, le lobby n'est pas forcément notre premier levier, d'autant plus que pour nous, c'est vraiment un sujet de politique des transports et de choix de société. Est-ce qu'on veut une société française où on laisse se développer le camion et où on laisse on abandonne le fret ferroviaire? D'autres pays européens ont fait des choix différents. Quand on regarde la Suisse, quand on regarde l'Allemagne, qui investissent énormément pour développer le fret ferroviaire et qui incitent, lorsqu'il y a un itinéraire ferroviaire fret pertinent, à prendre le train et taxe finalement le camion. Exactement. Mais ce n'est pas à nous, entreprises, de décider ça. C'est une stratégie profonde. Nous, notre rôle, c'est de satisfaire les besoins de transport ça, c'est important. avec une bonne qualité de service, avec un bon prix. Et bien sûr, nous aussi, de retrouver notre équilibre économique dans cette affaire. Il n'y a pas de raison quand il y a une bonne vision stratégique, le fait de faire du lobby n'est pas vulgaire. Hein. Tu vois, si on est convaincu, ça fait partie de surtout pour un Bruxellois. En tout cas, nous exprimons nos positions très clairement. Et nous travaillons notamment avec l'Alliance 4F qui réunit les entreprises ferroviaires et les associations qui représentent les entreprises ferroviaires et les industriels pour qui font le choix développement du train pour les marchandises. Et nous travaillons avec eux, bien sûr, pour tout faire pour développer le fret ferroviaire. Isabelle, il nous reste 4 à 5 minutes. C'est intéressant parce que c'est une question que Gus posait tout à l'heure implicitement. Est-ce qu'on est entré dans une mode d'affichage du train et du train de nuit, puisque c'est de ça dont on va parler, ou est-ce qu'on est en train de transformer le modèle et que vous, dans votre stratégie, vous êtes aussi en train de vous dire il y a un marché, il y a un développement, il y a une clientèle qui n'existait plus ou pas. Et les trains de nuit arrivent, c'est quoi? C'est la clientèle qui vous pousse à créer des trains de nuit. Vous dites, nous, en termes de marketing, on va créer ces possibilités parce qu'il y a un marché. Alors, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner le développement de nos clients. Donc, tous ceux qui veulent développer du train de nuit, on travaille déjà avec eux. On travaille déjà avec eux depuis plusieurs mois. On a relancé le Paris-Nice il y a à peu près un mois. Ça a été décidé par le gouvernement à l'automne dernier. C'était quand même un défi de relancer ce train en 6 mois, alors qu'on a justement beaucoup de trains de fret qui circulent la nuit. Et il fallait finalement trouver un horaire pertinent pour ce Paris-Nice. Jean Castex l'a pris, d'ailleurs. Et Jean Castex le Premier ministre l'a pris. C'est d'ailleurs un défenseur du ferroviaire et des trains. Dans la notion de ferroviaire, comme dans la notion de fret, comme dans la notion de train de nuit, il y a le maillage européen est hyper important, en fait. Et donc, s'il y a un pays au milieu qui ne joue pas le jeu, il y a un peu une bulle dans le tuyau, quoi. Est-ce que vous jouez un peu
Est-ce qu'il y a vraiment une cohésion européenne, en tout cas de pays limitrophes, pour essayer de... Tout à fait. C'est ça. Il y a une dynamique, il y a une association des gestionnaires de réseaux ferroviaires européens. Et puis il y a des endroits, vous qui êtes en Belgique, Gus, vous savez qu'un train de nuit qui part de Belgique, c'est pas vraiment un train de nuit, c'est un train qui part le matin ou le soir, qui arrive le matin ou qui part le soir. En France, c'est un vrai train de nuit parce que pour traverser toute la France, on va vraiment. Vous êtes en train de dire que c'est un petit pays, la Belgique, mais c'est un très grand pays. Non, c'est pas du tout comme ça que je l'ai pris. Mais il fait la taille du train, notre pays, donc tout va bien. Mais sur le plan du fret, il y a eu des débats sur le Rungis-Perpignan pour faire remonter les fruits. Est-ce qu'il faut continuer à développer ce business-là ? Est-ce que vous êtes aussi, vous, acteur de ce développement économique du fret nocturne ? Complètement. Le train de fret roule de jour, mais roule beaucoup la nuit, compte tenu des distances qui sont parcourues par les trains de fret. Donc notre rôle, c'est de trouver finalement le bon équilibre entre le développement du trafic, des trains de nuit pour les voyageurs, des trains de fret pour les entreprises, et pour contribuer au développement de l'économie française. Et c'est également, ne l'oublions pas, c'est aussi de faire les travaux sur le réseau. Évidemment. Qui sont indispensables pour le développement. Qui agacent parfois vos clients quand même. Qui agacent les clients, mais c'est un mal nécessaire, parce que si on ne fait pas les travaux, on ne développe pas le train. Et c'est vraiment un élément clé. Je reviens quand même un petit sur le coup du petit pays, là. Parce que je reviens sur le... Il a beaucoup aimé cette... Parce que je suis industriel, je dois dispatcher mes produits à travers l'Europe. Que je sois une entreprise française ou pas, je vais au-delà de la France. Et même en tant que l'industrie du voyage reste au-delà du territoire français. Et donc, est-ce que construire une offre de fret européenne et de voyage européen, est-ce que c'est des choses qui sont en cours ou pas du tout, ou en fait le marché n'est pas encore prêt pour ça? Les transporteurs de fret ferroviaire sont européens, en fait, font déjà une majorité de leur trafic en Europe. Non, mais vous en tant qu'opérateur, c'est-à-dire que... Alors, nous, on est forcément français, puisque nous, on gère le réseau aux limites. Mais vous mettez avec d'autres acteurs pour Oui, on travaille évidemment avec Infrabel, on travaille avec... le réseau italien, on travaille avec tous les réseaux voisins, y compris le réseau anglais, le réseau à grande vitesse anglais. Okay. On mène des actions pour développer le train au niveau européen. Il y a un projet de train de nuit Paris-Vienne en fin d'année. Là, on travaille déjà, bien sûr, avec tous nos confrères européens pour réaliser ce train de nuit au mois de décembre sur Paris-Vienne. C'est le retour du train de nuit. Isabelle Delon, vous avez donné à Gus et à moi l'envie de prendre les trains de nuit. Tiens, on fera l'émission peut-être, Gus. Tout à fait, avec grand plaisir. Ah tiens, c'est une idée. Une émission dans un train de nuit pour raconter les stratégies de la SNCF Réseau, qui était auparavant RFF en 2015. 55 400 collaborateurs, c'est bien cela ? Un petit peu moins, mais c'est presque ça. J'étais pas loin. Merci Isabelle Delon, directrice générale adjointe, client et service de SNCF Réseau. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Voilà, c'était un numéro de Smart Talk partagé avec Gus. C'était un vrai plaisir. Et puis on se retrouve... Plaisir partagé, très bientôt. Très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.